Donc, bienvenue et merci à tous d'être là pour ce premier cours de la série de cette année. Donc, j'ai choisi cette thématique de reprogrammation car j'ai réalisé à la fin de mes cours de l'année dernière que c'était peut-être le point que je n'avais pas touché en grand détail et qui est quand même un sujet en pleine effervescence. Donc c'est une histoire qui se déroule toujours, la compréhension de comment une certaine identité cellulaire peut être reprogrammée. Et vous allez voir qu'aujourd'hui je vais parler de l'aspect historique. C'est une longue histoire qui n'a toujours pas fini au niveau de notre compréhension et qui, depuis quelques années, a vraiment explosé dans un sens, je dirais, d'intérêt médical parce que nous avons maintenant le moyen de prendre des cellules somatiques et de les reprogrammer, de les transformer en cellules, on va dire, embryonnaires, capables de se redifférencier vers toutes les voies. Donc je vais commencer avec, je dirais, la base de tout, qui est la cellule. Et ceux d'entre vous qui étaient à mon cours de l'année dernière, si vous vous rappelez bien, j'ai parlé du fait de cette proposition suite à des nombreux travaux au XIXe siècle par Virchow que omnicellula et cellula, toute cellule provient d'une cellule et que en fait tous les êtres vivants sont descendus d'une cellule et chaque cellule elle-même donne issue à plusieurs cellules. Et l'autre point important, ici vous voyez trois cellules, deux qui sont, on va dire, en interphase, où l'ADN qui est contenu dans le noyau, ici vous voyez en bleu, est assez homogène, et une cellule qui est en métaphase. Et ici vous voyez donc les chromosomes, l'ADN organisé en chromosomes en train de se diviser. C'est une cellule qui va se diviser pour donner deux cellules filles. Et donc l'hérédité, le matériel de l'hérédité et l'ADN, le génome est contenu dans ce noyau, dans ces noyaux de la cellule. Et peut-être la cellule la plus impressionnante, la plus magnifique est l'œuf. Et comme l'a dit Wilson, la vérité qui est apparue suite à ces études depuis des siècles est que finalement cette cellule doit contenir toute l'information qui va pouvoir donner toute la complexité des êtres vivants et qui inclut l'héritage de toute l'espèce. Et donc en fait, cette simple cellule, l'œuf fécondé, donne lieu suite à des divisions cellulaires, l'embryon, et à tous les tissus et organes si complexes que nous voyons chez l'humain. Donc chez tous les organismes multicellulaires, il y a une différenciation qui se passe. À partir de cette simple cellule, nous arrivons à avoir une complexité qui nous fascine toujours et qu'on essaie toujours de comprendre. Et donc si je vous amène à un schéma que j'avais utilisé dans ma leçon inaugurale, à partir d'un sperme et un ovocyte, l'œuf fécondé donne lieu donc à toutes ces différentes tissus et organes, comme je l'ai dit. Et pendant des décennies, des siècles avant, on pensait que ce développement est en fait unidirectionnel. C'est-à-dire à partir de l'œuf fécondé, qui est totipotent, capable de produire tout type cellulaire, il y a une différenciation progressive au cours du développement qui ne peut aller que dans un sens et que petit à petit, les cellules deviennent fixées dans leur destin et dans leur identité et ne peuvent plus revenir en arrière. Alors, je vais demander un pointeur. Je ne sais pas si le régisseur est encore là. Bon, sinon, je vais faire ça avec mon pointeur. Voilà. Parce
puisqu'il est déjà mort. Donc, il y avait cette idée qu'effectivement, le destin d'une cellule était irréversible dans les cellules somatiques, que les cellules ne pouvaient pas, on va dire, oublier leur état ou leur identité, et fort heureusement, car ça sera catastrophique si effectivement une cellule de la peau ou du muscle change d'avis et devient une cellule de l'os ou de l'œil. Mais si vous avez suivi mes cours de l'année dernière, vous allez vous rappeler qu'effectivement, il s'agit ici de changements épigénétiques. Ce qui ne change pas, nous le savons maintenant, c'est le contenu de ces cellules, le génome de chaque cellule. Merci, Louisa. Très bien, oui. Le contenu de chaque cellule est constant. Ce qui change, c'est la manière que les gènes sont exprimés, la manière que le génome est exploité ou utilisé. Alors, ça nous paraît une évidence maintenant, mais c'était en fait, assez récemment que cette preuve que chaque cellule contient le même génome a été fournie. Et pendant très très longtemps, il a été pensé que peut-être les seules cellules qui étaient capables réellement d'être héritées et de transmettre toute l'information, c'était les cellules de la lignée germinale. Et donc, les cours de cette année vont se focaliser beaucoup sur les découvertes d'abord de John Gurdon et ensuite de Yamanaka, qui en fait ont prouvé que toute cellule somatique est capable de régénérer un organisme entier et qu'il ne s'agit pas que des cellules de la lignée germinale. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est justement ce voyage jusqu'à cette compréhension, cette vérité qui, comme je le disais, n'était pas une vérité acquise jusqu'à assez récemment. On va commencer avec August Weismann, qui était un biologiste allemand très, très reconnu et qui avait beaucoup étudié l'embryologie et l'évolution. Et c'était lui qui a passé en fait une bonne partie de sa carrière scientifique en essayant de démontrer que Jean-Baptiste Lamarck avait tort dans la possibilité de l'héritage des caractéristiques acquis dans un individu. Alors, je pense que vous savez tous, on a appris que ce que Weismann a fait pendant très longtemps, c'est prendre des souris, couper les queues des souris, mâles et femelles, les accoupler, prendre les descendants, les recouper les queues et continuer ainsi pour voir si, au bout d'un moment, peut-être le queue allait raccourcir. Et clairement, les queues des souris n'ont pas raccourci. Après, je ne sais pas combien de centaines et de centaines de souris dont il a coupé les queues, les pauvres petites bêtes. Mais pour lui, c'était la preuve qu'effectivement, les caractéristiques acquises chez un individu ne pouvaient pas être transmises au cours des générations, qui était le contraire d'une partie de l'hypothèse ou la théorie de Jean-Baptiste Lamarck. Alors, Weismann s'est aussi tourné au développement, l'embryogenèse. Et là, il a postulé qu'effectivement, au cours du développement, il n'y a pas, une capacité de garder l'information héritable dans toutes les cellules et que l'héritabilité passe via les cellules germinales, par les gamètes, et qu'à chaque progression du développement, la lignée germinale est mise de côté et que les cellules spécialisées arrivent petit à petit en perdant de l'information. Ils deviennent fixés dans leur destin, dans leur identité, que ce soit la peau ou le foie par exemple, justement en perdant une information. Alors nous savons maintenant que cette possibilité de mettre de côté la lignée germinale ou les cellules qui vont fournir la lignée germinale très tôt pour garder cette information peut apparaître chez certains insectes. On a justement la mise de côté des noyaux qui vont former la lignée germinale, mais dans la plupart d'autres organismes, en fait, la lignée germinale apparaît plus tard. Nous le savons maintenant. À l'époque, ce n'était
pas du tout quelque chose qui était connu. Et donc Weissman proposait justement qu'il y avait une barrière qui empêchait que l'information pouvait passer des cellules somatiques au plasma germinatif, en fait, aux cellules qui allaient donner naissance à la génération qui suivait. Qu'il y avait donc une absence de transmission de cellules somatiques à la lignée germinale. Et donc, encore une fois, pour lui, c'était un argument contre Lamarck. Et un autre biologiste, un embryologiste, Wilhelm Rühl, à l'époque, a fourni éventuellement des preuves pour Weissman en prenant des embryons de grenouilles et en tuant par une injection avec une aiguille chaude un des deux blastomères au stade de cellules. Donc ici, vous voyez le fécondé. Au stade des cellules, il détruisait un des deux blastomères. Et il laissait développer ces embryons. Et il a remarqué qu'effectivement, au lieu de donner un embryon entier, on avait un développement qui s'arrêtait un moment et qui était que la moitié développée. Donc, il a déduit avec cette expérience que peut-être chaque cellule avait sa partie à jouer dans le développement et que la destruction d'une cellule au cours du développement empêchait la formation de certains types cellulaires. Et donc, les conclusions de Weissman et de Roux sur la base de ces expériences étaient qu'il y avait justement une perte progressive de l'information génétique et que chaque individu était donc une mosaïque génétique, que chaque cellule avait que l'information dont elle avait besoin, l'ADN dont elle avait besoin. Bon, bien sûr, à l'époque, on ne savait pas qu'il s'agissait de l'ADN, cette information génétique, mais on savait bien qu'il s'agissait d'informations qui étaient dans les noyaux et qu'il y avait une perte de cette information au cours des divisions cellulaires et que la lignée germinale était épargnée de cette, on va dire, perte progressive ou destruction progressive. Et donc c'est là où un autre embryologiste très talentueux, Hans Driesch, a fourni quelques résultats qui allaient contre cette hypothèse. En travaillant avec des oursins, Driesch a montré que si on prend un embryon au stade 4 cellules et on le sépare, et cette fois-ci il n'a pas détruit des blastomères, il les a simplement séparés pour obtenir 3 blastomères indépendants. Chacun de ces blastomères peut produire une larve entière. Donc il y avait un développement normal à partir de chacun de ces 4 blastomères. Donc ça voulait dire qu'au moins jusqu'à ce stade ici, il n'y avait pas une perte d'information. L'information était bien gardée. Mais malgré ces expériences et puis d'autres, il y avait quand même un très grand débat, on va dire, par rapport à la manière que le développement pouvait progresser. Et peut-être les expériences les plus élégantes ont été fournies par Hans Spemann avec son étudiante Hilde Mangold. Alors, Spemann travaillait avec différents systèmes, mais en particulier avec les embryons de salamandres. Et ce qu'il a pu développer, c'était une approche pour séparer les cellules des embryons au cours du développement avec des cheveux de bébé. En fait, il prenait des cheveux de bébé, il faisait un petit nœud et il empêchait donc la communication entre les deux cellules. Il arrivait à séparer les deux cellules au cours du développement. Et en faisant ce type d'approche, en fait, il empêchait une partie de l'embryon au cours du développement d'avoir justement un noyau. Et en relâchant ces petits cheveux, il permettait un noyau de se transférer dans une cellule. Et il séparait cette cellule. Et il a vu qu'au moins jusqu'au stade 8 cellules, il arrivait à créer un individu entier. Un salamandre entier était créé à partir d'une seule cellule. Donc, il s'agissait ici des premières expériences de ce qu'on appelle le transfert nucléaire, où on prend le noyau d'une cellule et on la sépare et on voit si oui ou non elle est capable de développer. Et donc, en effet, ce noyau du stade 8 cellules était capable de jouer le rôle du noyau dans un œuf fécondé et développer de manière totipotente. Donc ça, c'était des expériences publiées en 1928 et en 1938. Et alors, Spemann
était très excité et intéressé par ce qu'il a pu démontrer. Et il a spéculé que peut-être ça pourrait marcher même avec des cellules plus tardives. Et donc Spemann, il a proposé peut-être des expériences qu'il appelait fantastical, pour isoler un noyau de cellules différenciées. Il n'a pas osé aller jusqu'à une cellule somatique, mais il a parlé de morula, qui est le stade juste après le stade 8 cellules, au moment où l'embryon se compacte, et là les cellules sont moins faciles à être séparées. Et donc il a parlé de prendre le noyau d'une morule, l'introduire dans un œuf dans lequel on avait retiré le noyau pour voir si on arrivait à créer un clone de cette cellule qui était dans la morule. Donc c'était quelque chose qui n'était pas possible à son époque, techniquement. Il ne pouvait pas utiliser ses cheveux de bébé pour séparer parce qu'effectivement, à partir de la stade morule, on ne pouvait pas séparer les cellules aussi facilement. Mais il a proposé ça comme le test de cette hypothèse de Weissman et Roux qu'en fait, il y a une perte d'information génétique avec la différenciation. Donc, cette idée de pouvoir cloner à partir d'une cellule plus avancée. Alors, avant de parler de la suite de l'histoire, je voulais quand même vous rappeler d'où vient ce mot clone que je vais utiliser très souvent. Alors, les clones sont effectivement des individus qui sont génétiquement identiques et qui peuvent être produits à partir d'une simple cellule, vous allez voir. Alors, je voulais quand même vous rappeler que dans la nature, il y a beaucoup de clones naturels. Il y a des animaux comme des aphides, des insectes qui sont des clones, et donc qui se reproduisent par une reproduction asexuée, donc c'est des parthénogénotes. Hein. Il n'y a pas d'œufs et de sperme, mais il y a une reproduction à partir des cellules, on va dire, femelles toujours. Et surtout chez les plantes, on connaît beaucoup de clones. Par exemple, les vignes, la plupart des vignes sont bien des clones. Ici, je vous montre, en fait, souvent, les cultivateurs des vignes aux États-Unis, je pense surtout, il y a eu toute une discussion par rapport à l'origine de certains de ces clones. Vous savez tous, je pense qu'effectivement, à un moment, les vignes ont été sauvées en France grâce au rapatriement des vignes qui ont été transférées aux États-Unis. Et en fait, on sait qu'ils sont tous issus d'une plante à l'origine, mais on arrive à les cloner, à les propager. Et sur non seulement des décennies et des siècles, mais des millénaires, en fait. Et donc, en fait, la composition de chacune de ces plantes est identique, même s'il y a effectivement des variations. Et juste pour vous montrer un exemple très extrême, le clone le plus ancien connu actuellement, est reconnu comme étant vraiment un clone identique, existe aux États-Unis. C'est un arbre, un aspen, je ne sais pas comment on dit ça en français, l'aspen, et qui a 80 000 ans. On l'appelle Pando ou le géant tremblant. Et donc, chacun de ces arbres est en fait un clone. Et pour cet arbre en particulier, le clonage se passe par les racines. Alors, je ne suis pas un expert des plantes, mais on me dit qu'effectivement, ça c'est le clone le plus ancien qui est reconnu comme étant un seul clone. Donc, tout le forêt est issu d'un seul individu. Et nous utilisons aussi le clonage souvent en agriculture, non seulement les vignes, mais par exemple les arbres à l'huile de palme sont aussi générés par clonage artificiellement. Donc à partir de certains tissus, on arrive à propager in vitro des plantes entières. Et comme vous voyez, on peut peupler des champs entiers de ces arbres. Alors, je vais revenir plus tard sur les inconvénients ou les désavantages des clones, mais je voulais quand même souligner cet aspect-là parce qu'on peut dire que pourquoi Weissman et Roux ont posé cette question par rapport à la possibilité de perdre de l'information au cours de la différenciation, quand on voit qu'on arrive très bien à régénérer à partir d'une simple cellule sans passer par l'œuf
tout l'organisme. Donc on pourrait dire qu'en effet, c'était chez les plantes que les premiers exemples de l'absence de perte de matériel héréditaire et de clonage existaient. Mais bon, si on revient quand même sur la situation chez les animaux, et chez les vertébrés en particulier, qui intéressaient les embryologistes comme Weissman et Roux, donc nous avons cette hypothèse que les noyaux des cellules différenciées perdent leur capacité de générer un organisme. Spemann, qui avait fourni des preuves qu'au moins jusqu'au stade 8 cellules, cette information n'est pas perdue, et qui a proposé que peut-être effectivement il fallait essayer avec un noyau d'une cellule somatique ou plus tardif pour voir si un œuf fécondé énucléé était capable de générer l'organisme entier. Et c'est ici que les études de deux embryologistes, deux Américains, Robert Briggs et Tom King, en Philadelphie, sont venus attaquer cette question dans les années 50. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'était en effet juste voir si c'était possible de faire ce type d'expérience de transfert nucléaire avec des stades plus tardifs. Donc, ils ont développé les techniques qui permettaient ceci. Et en fait, ils avaient développé des techniques pour enlever, et donc c'était sur des bases aussi des expériences et des technologies qui ont été développées par plusieurs scientifiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en utilisant la grenouille ou le crapaud Rania pipiens, qui était un modèle qu'ils avaient choisi parce qu'elle était disponible, mais finalement pas un modèle très facile d'utilisation parce qu'ils pouvaient collecter les œufs que une ou deux fois par an, je pense. Donc c'était une expérience pas facile. Mais en tout cas, ils ont appris à enlever avec des aiguilles les chromosomes venant de l'œuf, en aspirant les chromosomes qui étaient dans un œuf avant fécondation. Ils activaient la capacité de cet œuf de se diviser juste en touchant avec une aiguille. Et alors là, l'astuce qui était très, très fort, c'était qu'ils arrivaient à aller dans des embryons plus tardifs, prélever le noyau, prélever une cellule d'un embryon plus tardif, et en le lisant, extraire le noyau en le gardant intact, et ensuite le réinjectant dans le œuf qui n'avait plus d'ADN, qui n'avait plus le chromosome, mais qui avait tout l'autre matériel. Et je vous rappelle qu'un œuf n'est pas juste, le contenu d'un œuf n'est pas du tout juste les chromosomes, mais contient tout un tas de protéines maternelles, d'ARN et d'autres molécules. Mais l'ADN, ou le noyau de cette cellule qui était plus tardif, était introduit dans l'œuf énucléé. Ils ont laissé fermer le petit trou qu'ils avaient formé et ensuite ils ont laissé développer, si possible, cet œuf qui portait cet noyau venant de la cellule donatrice. Et en utilisant des cellules du stade blastula, qui est un stade quand même assez précoce, mais après le stade morula, donc au stade où il y a quelques centaines, voire milliers des cellules, ils ont pu créer des grenouilles qui étaient justement des clones de cette cellule. Et donc voici un exemple, Freddy, qui a été dérivé utilisant cette technique. Alors, le problème était qu'ils arrivaient à faire ça avec des stades très précoces, mais très rapidement, à des stades un peu plus tardifs, ils voyaient une baisse dramatique de l'efficacité de cette expérience. Donc, en fait, ils arrivaient à avoir un transfert nucléaire, ils voyaient le développement pendant quelques divisions, mais ensuite, ils n'arrivaient plus à aller jusqu'au stade θ. Et donc, même au stade gastrule tardif, ils avaient une baisse de jusqu'à 15% de succès. Et ils n'arrivaient jamais à avoir un θ entier, c'est-à-dire un développement normal jusqu'au bout. Donc, en fait, la question est donc restée ouverte. Donc les conclusions, c'était qu'ils arrivaient, parce que eux, comme je l'ai dit, leur idée, c'était d'aller attaquer la possibilité de faire cette expérience, le transfert nucléaire.
Donc ils ont réussi à faire ça, mais ils n'ont pas pu répondre à la question de Weissman et Roux, l'hypothèse de Weissman et Roux, parce que en fait, c'était que les cellules très précoces qui arrivaient à bien se développer. Ils voyaient qu'avec les stades, les cellules venant des embryons plus tardifs, ils perdaient cette potentiel très, très rapidement. Et en fait, il y avait la possibilité qu'il s'agissait d'une perte d'informations au cours des divisions cellulaires, comme Weissman et Roux l'avaient proposé. Alors, en fait, maintenant nous savons, et avec des expériences qu'ils ont fait une dizaine d'années plus tard, nous savons qu'en fait, il y a une perte de l'information génétique. Quand ils faisaient ces expériences, ils ont réalisé qu'en prenant les cellules plus tardives, les cellules plus différenciées, et en transférant le noyau dans l'œuf énucléé, en fait, la cellule n'arrivait pas, ou le noyau n'arrivait pas à répliquer ses chromosomes à temps. Parce que quand on active cet œuf énucléé, la division cellulaire va se passer. Peu importe si les chromosomes ont eu le temps de se répliquer. Et en fait, maintenant, ils avaient réalisé à l'époque, ils ont postulé à l'époque que peut-être effectivement il y avait des perturbations dues à la technique. Et John Gurdon, vous allez voir ensuite avec ses expériences, a montré que c'était effectivement très certainement le cas. Mais donc, ça n'a pas apporté la réponse à la question est-ce que notre génome, est-ce que le génome d'un individu reste au cours du développement? C'est la manière que les gènes ou le génome est exprimé qui change, ou est-ce qu'il y a une perte? Et c'est là où John Gurdon arrive sur la scène. Il était seulement un étudiant en thèse quand il a rejoint le labo de Fishburg, et donc à Oxford. Et ils ont décidé d'utiliser un autre système qui était beaucoup plus facile d'étude. Un autre crapaud ou grenouille, le Xenopus laevis. Donc ici, vous voyez le développement du Xenop. C'est assez magnifique parce que les œufs sont énormes, les embryons sont très grands, donc on arrive à très facilement voir la progression de ce développement. Et ici, vous voyez jusqu'au stade θ qui peut nager. Et en fait, ce que Fishburg a réussi à faire, c'était de développer un système qui permettait... Enfin, d'abord, c'était beaucoup plus avantageux parce que ces grenouilles peuvent être stimulées avec les hormones. Donc on peut produire les œufs quand on veut dans l'année, donc c'était déjà beaucoup plus pratique de point de vue expérimental. Et deuxièmement, Fishburg a eu la bonne idée de développer un autre système pour enlever les chromosomes de l'œuf. Il a utilisé une illumination par les rayons UV. Et en fait, il avait fait ça pour enlever la couche externe de l'œuf qui sinon était très difficile à pénétrer avec les aiguilles. Mais en fait, en faisant ça, ils ont réalisé qu'ils détruisaient aussi les chromosomes maternels. Donc c'était une manière de détruire le génome maternel qui était dans cet œuf et donc d'éviter d'aller les aspirer mécaniquement comme ça a été fait par Briggs et King sur Rania pipiens. Et donc c'était une technique beaucoup plus délicate et efficace. Et la troisième chose qu'ils ont fait, c'était avoir la bonne idée d'utiliser des marqueurs qui les permettaient de distinguer l'œuf, l'origine de l'œuf et l'origine de la cellule donatrice, du noyau donateur. C'était très important parce que si par erreur ou par hasard les chromosomes maternels n'étaient pas complètement détruits, on pouvait toujours interpréter une survie par l'éventuelle présence des chromosomes maternels qui étaient là. Mais en fait, ils ont utilisé une souche de Xenop qui avait une mutation qui faisait qu'au lieu d'avoir 2 nucléoles, il n'y en avait qu'un nucléole. Et donc le nucléole, c'est une toute petite structure très importante dans le noyau que vous voyez ici, noir, qui est présente dans tous les noyaux. Et dans cette espèce, ils avaient une différence qui les permettait de distinguer. Et plus tard, ils ont utilisé, enfin assez rapidement, ils ont utilisé aussi des marqueurs de la couleur de la peau. Ils avaient des grenouilles albinos qui leur permettaient aussi de distinguer. Et donc en fait, ce qu'a fait John Gurdon, c'était de prendre
des noyaux issus de différents stades d'embryons et plus tard de xénopes, et de le réintroduire dans l'œuf et voir jusqu'où il pouvait aller. Et c'était là où ils ont réalisé qu'effectivement, en prenant à partir du stade blastule, ils arrivaient à avoir un développement normal comme Rania. Donc ça, c'est le bleu, c'est la grenouille précédente, Xénope, c'est en jaune. Et avec des stades plus tardifs, ils allaient quand même plus loin dans le développement. Enfin, ils arrivaient à avoir un développement normal plus important avec les stades même très tardifs. Là où avec Rania, c'était clairement à partir du stade gastrula, on n'arrivait plus à avoir un développement normal. Avec le xénope, on arrivait à aller jusqu'au stade, à un stade normal, même avec des têtards qui nageaient, des cellules provenant des têtards qui nageaient. Et en fait, il a donc pu montrer qu'avec des cellules même d'intestin, donc des cellules bien différenciées, venant de l'intestin d'un individu albino issu des parents albinos que vous voyez ici, donc le noyau d'une cellule intestinale de cette grenouille issue de ce couple, réimplantée dans un œuf énucléé de cette hôte que vous voyez ici, pouvait donner sans problème des clones presque illimité. Donc en fait, ici c'était la preuve, et à l'époque on mettait les résumés même en français, comme vous voyez. Dans son papier, c'était le papier de John Gurdon, je pense le plus important, et qui lui a donné donc le prix Nobel. Donc ils ont pu montrer qu'effectivement un noyau est capable de participer à la formation d'une cellule intestinale différenciée tout en possédant cependant l'information génétique nécessaire à l'édification, je ne sais pas si ça c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, l'édification d'un tétard normal. Donc on peut en conclure que la différenciation d'une cellule n'est pas pour son noyau l'inaptitude à fournir tout autre type de cellules différenciées. Et donc les résultats en particulier qui étaient importants sont montrés ici. Donc il a montré qu'effectivement, à partir de ces expériences de transplantation avec noyaux de cellules intestinales, il arrivait à avoir jusqu'à 1,5% de têtards qui développaient. Alors 1,5%, vous voyez, n'est pas très élevé. Quand il prenait les cellules de la blastula au gastrula, donc des stades beaucoup plus précoces, il arrivait à 36%. Donc même la preuve de principe était là, il arrivait quand même à produire des individus normaux. Il restait toujours le doute que peut-être la cellule choisie n'était pas forcément une cellule extrêmement différenciée. Donc je vais revenir sur cette idée ou ce potentiel problème. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il arrivait à avoir des individus adultes avec des cellules provenant d'un organe. Et non seulement ils étaient capables de produire des clones, mais en plus ces clones étaient fertiles, pouvaient transmettre donc à d'autres générations. Et donc en fait, c'était après sa thèse, Gurdon est parti en postdoc, et pendant son postdoc, le labo de thèse a continué à croiser ces clones et ils ont produit donc des descendants. Donc ça, c'était la preuve qu'effectivement les noyaux de cellules différenciées étaient capables de retenir leur totipotence quand elles étaient remises dans un œuf énucléé. Et les grandes conclusions de ces expériences qui ont ouvert tout un champ et un débat, parce qu'effectivement, il s'agissait ici de pouvoir cloner des vertébrés. Donc, dans l'imagination publique, c'était quelque chose d'extrêmement, on va dire, important. Mais les conclusions scientifiques étaient qu'effectivement, chaque cellule somatique et embryonnaire a une équivalence génétique, contient le même génome. Et donc, c'est le changement d'expression des gènes qui est important. Donc, on va revenir sur le terme épigénétique. Donc, les gènes ne changent pas, c'est leur expression et la capacité de maintenir cette expression au cours des divisions cellulaires. C'est la définition de l'épigénétique. Donc, il s'agit bien des changements épigénétiques et non pas des changements génétiques. Ces expériences ont aussi démontré la capacité impressionnante de l'œuf
le cytoplasme de l'œuf a reprogrammé un génome d'une cellule somatique différenciée. Donc l'œuf représente réellement une usine de reprogrammation. Mais un point qui était très important, c'était l'absence de clones produits à partir des noyaux adultes. C'était que plus tard que Gurdon a pu fournir avec des kératinocytes quelques individus, mais en fait, il y avait quand même une baisse, comme vous avez vu, de l'efficacité de clonage avec l'âge, avec le stade de développement et l'âge de l'individu. Donc il y avait beaucoup d'embryons anormaux qui développaient à partir des noyaux qui sortaient des cellules plus tardives. Donc il y avait deux explications possibles pour ceci. Soit que, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs de réplication peut-être au moment du transfert, soit qu'il y avait des erreurs épigénétiques, c'est-à-dire que la reprogrammation n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, et on pense qu'en fait il s'agit des deux choses. Et c'est là où je vais vous montrer une prochaine étape des études de Gurdon. Il a essayé de poser la question, quelle est donc la mémoire éventuelle épigénétique des gènes ou de génomes venant d'une cellule différenciée qui pourrait interférer avec l'efficacité de reprogrammation quand on remet un noyau dans un œuf énucléé. Et donc, il a postulé qu'il peut s'agir soit d'une manque de réactivation des gènes qui sont importants pour le développement. Donc, on a besoin de certains gènes au cours du développement précoce qui sont inactifs dans des cellules somatiques parce qu'on n'a plus besoin de leur expression. Et donc, peut-être c'est difficile de les réveiller, de les réactiver. Donc, ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse ou l'autre explication était que les gènes qui sont caractéristiques de ces cellules spécialisées, par exemple une cellule de muscle, ces gènes sont actifs. Donc, comment on arrive à mettre en silence ces gènes au moment de la reprogrammation? Parce que peut-être leur expression pourrait perturber le développement normal. D'ailleurs, on sait que ça, c'est peut-être le cas. Et donc, il y a les deux explications. Nous pensons, vous allez voir au cours de ces cours, qu'effectivement, les deux sont potentiellement importants. Et Gurdon a fait une expérience très simple, et je me souviens bien de ça parce que j'étais étudiante en deuxième année quand il décrivait ces expériences. Il a pris des cellules de muscles, il a pris le noyau de cellules de muscles, il a fait le transfert nucléaire. Ensuite, il a laissé développer jusqu'au stade blastula, là où il y a en fait les trois grands lignages qui se séparent, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Alors, les cellules de muscles proviennent du mésoderme. Et donc, ce qu'il a fait, c'est prendre ce blastula et couper en plusieurs parties. Il a enlevé la partie qui était la partie mésoderme, là où normalement les cellules qui vont créer le muscle sont présents et donc vont exprimer évidemment les gènes qui sont importants pour le muscle. Il a juste regardé dans les parties où normalement on n'obtient jamais de muscle, la partie neuroectoderme et endoderme. Il a regardé est-ce que les gènes qui sont importants pour la cellule du muscle, qui sont exprimés dans une cellule de muscle, sont exprimés ou pas dans ces parties de l'embryon. Là où normalement ils ne sont pas exprimés du tout. Il a vu qu'effectivement, dans la moitié des cas, dans les deux différentes lignages, il voyait qu'effectivement il y avait une expression anormale de ces gènes de muscle. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une mémoire de l'état actif des gènes. Et donc ici, je vous montre un schéma très très simple de gènes et de la chromatine associée aux gènes. Donc les changements épigénétiques qui permettent qu'un gène peut rester actif ou inactif. Et donc les gènes qui sont importants pour le muscle, normalement, sont exprimés évidemment dans une cellule musculaire. Et en fait, continue à être exprimé, ne devient pas inactivé au moment de la reprogrammation, au moins dans 50% des cas. Et par contre, un gène développemental, comme OCT4 ou d'autres gènes, on va en parler au cours de mes cours, un gène qui est développemental, lui, n'est pas forcément activé comme il faut. Il est silencieux dans une cellule musculaire, mais au moment de la reprogrammation, il n'est pas forcément activé comme il faut. L'ADN est là, simplement, c'est l'état d'utilisation de cet ADN qui est différent, expression ou silence.
Donc il y a une mémoire et c'est une partie de la raison pour laquelle la reprogrammation n'est pas très efficace. Et vous allez voir ça plus tard dans d'autres espèces que je vais mentionner. Donc la question que Gurdon pose encore maintenant, il va en parler vendredi quand il vient faire son séminaire, c'est quelle est la nature de cet état actif des gènes musculaires qui arrivent et qui n'arrivent pas à être éteints, et aussi comment on arrive à réveiller les gènes qui sont inactifs dans le muscle et qui doivent être activés pour que le développement se passe normalement. Et donc, juste pour terminer sur les expériences de Gurdon, comme je l'ai dit, il y avait deux explications de cette inefficacité. Il y avait l'explication de la résistance épigénétique, mais il y avait aussi l'explication d'un problème de réplication des chromosomes. Et là, il y a un détail, c'est une approche technique, qui est effectivement de prendre un œuf non fécondé, de l'énucléer, de l'activer et après avoir injecté le noyau. Et dans ce cas, il y a une réplication de l'ADN massif et une division cellulaire extrêmement rapide qui se mettent en place normalement. Et il n'y a pas de transcription jusqu'à un stade un peu plus tardif. Et donc ici, il avait postulé qu'effectivement, dans ces expériences, et les expériences de Briggs et King, il y avait un problème de duplication du génome parce que la cellule qui arrive est soit quiescente ou pas en train de se diviser très activement parce que c'est une cellule bien différenciée, elle a terminé de faire ceci. Et quand elle est mise dans ce milieu où tout est là pour que le déclenchement de la division cellulaire se passe de manière très, très efficace et rapide, elle n'arrive pas en fait. Et donc il y a des erreurs de réplication. Et donc c'est pour cette raison que Gurdon s'est retourné à un autre système. Et ceci, c'est un système où il utilise un ovocyte. Donc, l'œuf fécondé, un œuf est à un stade plus avancé. En fait, il prend un ovocyte qui est moins avancé. Et en fait, ici, il n'y a pas les chromosomes maternels en mitose, en métaphase, pardon, en méiose et en métaphase. En fait, ici, il s'agit d'un noyau, c'est le vésicule germinal, dans lequel sont les chromosomes maternels. Mais ici, il n'y a pas de réplication après transfert nucléaire. Il n'y a pas de division cellulaire, pas de réplication de l'ADN, mais toute la capacité de reprogrammation est présente et il y a une activité transcriptionnelle très importante. Et il utilise ce système, et vous voyez ici, ça c'est le vésicule germinal que vous voyez en cartoon ici, voilà. Et en fait, il injecte des noyaux. Ici, c'est des noyaux de cellules somatiques, et ici, il s'agit ça peut être d'autres espèces, et il fait ça avec des cellules de souris, par exemple. Il les injecte, et puis il attend, et ici, vous voyez ce qui se passe 2 jours après transplantation. On voit que les noyaux se décondensent, il y a une activation transcriptionnelle qui se passe, et il peut étudier le caractéristique, la nature de la reprogrammation beaucoup plus facilement en utilisant ce système. Donc je suis certaine qu'il va en parler pendant son séminaire la semaine prochaine, et donc vous allez voir la beauté de ce système, non seulement pour comprendre comment on active les gènes développementaux et on met en silence les gènes plus spécifiques des cellules différenciées, mais aussi c'est une manière de comprendre les mécanismes réels de reprogrammation parce qu'on peut rajouter ou enlever certains produits, des protéines, des ARN pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour cette reprogrammation. Donc c'est une véritable usine de reprogrammation qu'il obtient ici dans ce système. Et je dois dire que c'est énorme, donc c'est beaucoup plus facile à manipuler et visualiser aussi. Donc voilà pour les grenouilles. Maintenant, on va passer à la suite et le transfert nucléaire chez les mammifères, parce que ces expériences étaient faites dans les années 60. Et alors, il a pris quand même plus que 30 ans pour arriver à les reproduire dans un autre système, et en particulier chez les mammifères. Et la question qu'on peut poser, c'est pourquoi si longtemps? En fait, c'est parce que l'œuf des mammifères est beaucoup plus petit que les œufs des grenouilles ou des salamandres, donc beaucoup plus difficile à manipuler. Ici, je vous montre le système de
micromanipulations qu'il faut utiliser pour manipuler un œuf. Et ici, vous voyez une pipette qui le maintient et puis une aiguille qui vient pour sortir le noyau et réintroduire l'autre noyau. Donc ça, c'est des photos modernes. Il a pris quand même beaucoup de temps pour mettre en place ce type de technique. Mais même avec ces techniques, il y avait d'autres problèmes. Et par exemple, c'est clair qu'entre les mammifères, il y a des différences d'accessibilité des œufs et de la possibilité de les manipuler, de développement. Donc il y avait différentes caractéristiques qui ont fait que certains mammifères ont été clonés beaucoup plus facilement et rapidement que d'autres. Et aussi, il manquait des techniques de transfert d'embryons. Donc, une fois qu'on a manipulé un embryon, on a cloné, il faut le réintroduire dans l'utérus pour que ça se développe. Et ce type de technique a pris aussi pas mal de temps à se développer dans certains systèmes. Et peut-être le point le plus important qui a un peu retardé le développement du clonage chez les mammifères était le fait que en fait, les scientifiques essayaient d'utiliser des œufs fécondés pour ces expériences. Ils utilisaient les zygotes. Ils n'utilisaient pas l'œuf non fécondé, comme l'avaient fait Gurdon et Briggs-Eckie. Ils utilisaient le zygote parce qu'ils pensaient que le cytoplasme de zygote était mieux préparé pour un développement que le cytoplasme d'un œuf non fécondé. Alors, j'avoue que c'est un peu mystérieux pour moi pourquoi ils se sont focalisés sur le zygote. En tout cas, pendant des décennies, les gens ont essayé, et sans succès, de cloner des animaux, des souris en particulier, avec cette approche. Par contre, ça a quand même permis la découverte de l'empreinte. Ce que j'ai touché, j'en ai parlé l'année dernière pendant un cours entier, donc vous pouvez aller le consulter online si ça vous intéresse. Donc la découverte de l'empreinte, qui était de prendre donc, des œufs fécondés et de prendre le pronoyau paternel et maternel d'un œuf fécondé, de les enlever et de remettre soit deux pronoyaux paternels, donc provenant des spermes, soit deux pronoyaux maternels, donc venant des œufs. Et donc en créant ainsi des gynogénotes et des androgénotes, Azim Sourani et Davor Solter ont pu démontrer que nous n'arrivons pas à produire un individu normal à partir de deux génomes maternels ou deux génomes paternels. Il faut un de chaque. Donc là aussi, il s'agit clairement d'épigénétique. Donc le génome peut être identique au niveau de sa séquence d'ADN. Ce qui est différent, c'est les petites marques, les changements épigénétiques qui sont rajoutés sur les génomes et qui sont essentiels pour le développement normal de l'embryon et du trophoblaste. Donc c'était en utilisant des zygotes et nucléaires et des transferts de noyaux à partir de fécondés que l'empreinte a été démontrée dans un système embryologique. Mais comme je l'ai dit, ce type de transfert nucléaire, donc SCNT, c'est pour Somatic Cell Nuclear Transfer, n'a jamais produit des clones n'a jamais produit des clones. Et donc en fait, c'était que quand les scientifiques ont réalisé qu'il fallait non pas utiliser les zygotes, mais les œufs non fécondés, que ça pouvait marcher. Et l'explication était peut-être, ou est peut-être, que en fait, les facteurs qui sont importants pour la reprogrammation sont en fait retenus dans les noyaux, ou une partie de ces facteurs sont peut-être retenus dans le noyau d'un zygote. Donc ici, je vous montre un zygote. Ici, c'est le pronoyau maternel. Ici, c'est le pronoyau paternel. Alors ici, c'est des marques épigénétiques. Je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui avec la nature de ces marques. Mais en tout cas, on voit bien que les deux pronoyaux sont encore séparés et qu'effectivement, il faut aller pénétrer ici pour pouvoir, au moment des expériences de clonage, on enlevait ces deux pronoyaux pour avoir le zygote et nucléaire. Et l'hypothèse maintenant, c'est que peut-être effectivement les facteurs de reprogrammation résidaient justement ici. Alors dans un œuf non fécondé, donc au stade M2, en fait, les chromosomes sont présents, ils sont arrêtés en métaphase ici, comme vous voyez, mais il n'y a pas d'enveloppe nucléaire.
parce qu'ils sont justement en train de se diviser. Et donc ici, nous pensons que tous les facteurs qui sont importants pour la reprogrammation sont présents et disponibles pour permettre qu'un noyau de cellules somatiques puisse être réinitié comme il faut. Donc ici, je vous fais un historique très succinct de ce qui s'est passé. Donc, bon, les premières expériences, on va dire, de tentatives de clonage étaient quand même en 1975 avec le lapin, où Bromhall a essayé de prendre, en fait, à partir d'un embryon de lapin, un noyau qu'il a transféré et il a réussi à produire une morule. Bon, ce n'est pas un individu entier, c'est une morule, mais c'était une première étape. Alors, en 1978, vous savez tous, je pense, il y a eu le premier bébé éprouvette issu de fécondation in vitro qui est né en Angleterre, Louise Brown, suite à la capacité de faire de la fécondation in vitro de Steptoe and Edwards. Et donc, ça voulait dire que le transfert d'embryon, les techniques de transfert d'embryon étaient bien au point. Et donc, c'était un peu à la suite de ça que, surtout chez les moutons, d'abord Willardsdon a réussi à séparer une cellule à partir d'un embryon de 8 cellules. Et avec un petit choc électrique, il a réussi à le fusionner dans un œuf énucléé. Et quelques jours plus tard, il y avait un agneau, il y a eu en fait 3 agneaux nés de cette expérience. Alors, je me souviens très bien de cette époque-là où c'était vraiment, je dirais, sur toutes les informations, pendant des semaines et des semaines, on réalisait que ça allait peut-être être possible de cloner les mammifères. Mais finalement, cette expérience est l'équivalent de ce qu'a fait Spemann avec les salamandres, en prenant une cellule d'un stade assez quand même précoce, 8 cellules. Et la même chose a été faite avec des vaches. Et c'était qu'en 1996 que deux Britanniques, Ian Wilmot et Campbell, ont réussi à prendre des noyaux à partir des cellules en culture cette fois-ci. Donc, ce n'étaient pas des cellules somatiques, c'était des cellules qui avaient été dérivées en culture à partir des cellules somatiques. Et ils ont pris des noyaux à partir des cellules cultivées qu'ils ont introduits dans un œuf énucléé, et ils ont réussi à obtenir des agneaux, donc Megan et Morag, ils les ont appelés. Et quelques mois plus tard, ils ont fait ça avec des cellules réellement somatiques. Ils ont pris des cellules de glandes mammaires, other cells, qu'ils ont prélevées, ils ont introduit dans un œuf énucléé, et là, ils ont réussi à produire un embryon qui est allé jusqu'au bout. Et donc, ils ont fait 277 essais pour un embryon qu'ils ont appelé Dolly. Et alors, je ne vais pas vous dire pourquoi ils ont appelé ça Dolly, mais c'est assez de mauvais goût. Mais bon, en tout cas, Dolly était le premier mouton cloné à partir d'une cellule de gland mammaire. Et donc, voilà, on va dire, vous voyez les résultats de ce papier qui était quand même, je pense, un papier extrêmement important, même si c'était, encore une fois, extrêmement inefficace. Ils ont eu un seul agneau, donc là, c'était une efficacité de 3,4%. Donc, c'est à peu près l'efficacité, on va dire, que Gordon avait avec ses grenouilles. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le clonage restait toujours un processus inefficace, mais possible. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent du bruit que ça a fait. Donc, c'était clairement quelque chose qui a commencé à fasciner les gens, l'imagination du public. Suite à Dolly, il y a eu aussi le clonage de Marguerite par Jean-Paul Reynard à INRA, ici en France, donc première clone de vache. Et évidemment, enfin, Wilmot et Campbell, ils avaient fait ces expériences, non pas pour prouver, comme Gordon l'a voulu, on va dire, prouver que le génome reste intègre au cours du développement, mais pour des raisons beaucoup plus pragmatiques. Ils réalisaient qu'effectivement, prendre un animal, un bon producteur, que ce soit un producteur de lait ou de viande, et pouvoir le cloner, représentait un intérêt agricole et économique énorme. Et donc, clairement, c'était quelque chose qui a ouvert la porte à
un clonage, on va dire, commercial très important, mais aussi pour d'autres raisons aussi. Donc, il y a eu des exemples, par exemple, de clonage qui étaient, comme je l'ai dit, pour pouvoir produire le meilleur ou garder le meilleur des individus choisis par un éleveur, que ce soit vache, cochon ou cheval. Il y avait aussi des animaux qui étaient au bord de l'extinction, donc de disparition, et donc c'était une manière de les sauver en pouvant les cloner, et donc il y a eu quelques exemples de ceci. Pour certains animaux, comme les moulous, normalement ils ne se reproduisent pas, ils sont stériles. Si vous avez suivi mes cours de l'année dernière, vous allez comprendre pourquoi, mais on peut les cloner. Donc c'était aussi une manière de cloner des animaux qui ne se reproduisaient pas. Bien sûr, pour tout ce qui est recherche médicale, ça apportait beaucoup d'espoir parce que, par exemple, utiliser des singes qui pouvaient être des modèles éventuels pour des maladies comme le diabète, c'était quelque chose d'assez possible, même si là, éthiquement, on commence à devenir un petit peu limite. Il y avait, ou il y a peut-être toujours l'espoir de pouvoir cloner des individus qui sont extincts ou qui ont disparu depuis bien longtemps. Et donc, souvent, dans les journaux, on entend qu'il y aura le mammouth ou d'autres animaux reclonés à partir des traces. Malheureusement, la manière que les restes de ces animaux sont gardés ne sont pas tout à fait, je dirais, convenables pour reproduire un individu entier, mais les gens rêvent toujours de ceci. Et puis, bien sûr, il y avait la possibilité de cloner nos animaux favoris domestiques. Et je vais revenir sur ça parce que c'est un joli exemple des limitations du clonage. Mais avant de parler des limites, je voulais quand même parler un tout petit peu de ce qu'a apporté le clonage comme preuve, je vais dire, ultime de l'hypothèse que Gordon voulait tester. Donc en fait, avec la souris, évidemment, on peut étudier, on peut faire de la génétique, on peut faire du développement plus facilement que chez d'autres espèces, des mammifères en tout cas. Alors c'était difficile. Le premier clone de souris est sorti en 1998 par Wakayama, qui travaillait à Hawaï à l'époque. Il l'appelait Cumulina parce qu'en fait, elle est provenue d'une cellule du cumulus, qui sont des cellules qui sont autour des ovocytes non ovaires. Et donc, il a réussi à produire des souris clonées à partir des expériences de transfert nucléaire, comme je vous les avais montrées. Par contre, ces souris c'était extrêmement inefficace. Comme je vous ai montré pour Dolly et aussi pour les expériences avec Xenop. Ici, vous voyez la comparaison pour la souris en rouge et avec le stade de développement du noyau, donc adulte ou blastocyste, comme pour le Xenop, les expériences de Gordon ici en bleu. Et vous voyez, c'est à peu près la même chose. Donc l'efficacité diminue énormément avec l'âge de la cellule donatrice du noyau. Donc ça, c'était un problème qui empêchait l'étude ou l'examination de certaines questions importantes parce que il restait le doute, comme je vous avais dit, si on n'arrive pas à cloner à partir d'un adulte, est-ce que finalement, ce qu'on prend, par exemple, quand il s'agit d'un gland mammaire ou même une cellule de muscle, est-ce qu'il s'agit peut-être des cellules qui ne sont pas tout à fait totalement différenciées, des cellules qu'on va appeler des cellules souches ou progénitrices? Il restait toujours cette petite doute que, effectivement, même les manips de Gordon était une sélection pour les quelques cellules qui n'étaient pas totalement différenciées et qui étaient capables de tout refaire. Et donc, en fait, c'était chez la souris que la preuve ultime est venue. Mais comme vous voyez ici, à l'époque, ce n'était pas facile d'envisager comment le faire. Mais ce qu'il fallait faire, c'est utiliser des cellules somatiques qu'on pouvait prouver étaient réellement des cellules totalement matures. Donc, comment faire? Et ici, je vais faire une petite digression, mais qui est une digression importante pour la suite de mes cours, pour vous expliquer que dans les années 80, les cellules souches embryonnaires ont été mises en place, découvertes et mises en place. Et donc, vous allez comprendre pourquoi les cellules souches embryonnaires sont importantes dans l'histoire.
Mais je commence dans les années 50-60, il y avait un certain type de tératocarcinome ou des tératocarcinomes qui ont été étudiés. Et les laboratoires comme celui de Stevens a pu montrer qu'effectivement, quand on mettait ces tératocarcinomes en culture, on arrivait à avoir des lignées cellulaires qu'on appelait des carcinomes embryonnaires, embryocarcinoma EC cell lines, qui étaient pluripotentes. C'est-à-dire qu'elles pouvaient former tout type cellulaire si elles étaient réintroduites soit dans un blastocyste, soit sous le capsule du rein pour former des tératomes. Donc en fait, ces cellules étaient capables de tout générer comme si c'était une cellule embryonnaire. Donc c'était assez étonnant et pendant longtemps on ne savait pas si c'était en fait une cellule cancéreuse qui s'est dédifférenciée pour pouvoir former un embryon ou que ces cancers étaient assez particuliers. Et en fait, ils sont assez particuliers parce qu'ils sont dérivés des cellules soit germinales, soit embryonnaires. Et c'est des cellules donc, qui sont capables réellement de contribuer à tout tissu. Mais c'était sur cette base-là que Martin Evans et Gail Martin ont essayé de dériver des cellules, cette fois-ci à partir des embryons normaux, pour voir s'ils arrivaient à avoir des cellules avec cette même capacité de contribuer à tout. Et ils ont réussi, donc c'est les cellules de souche embryonnaire, embryonic stem cells, qui sont issues, donc ici c'est un blastocyste, et donc la partie colorée en vert, c'est artificiel ici, c'est la masse interne du blastocyste qui va justement produire tout l'embryon à la suite du développement. Mais si on prélève cette masse interne, ou si on met le blastocyste en culture dans des conditions appropriées, on arrive à dériver justement ces cellules souches embryonnaires, les cellules ES que vous voyez ici, et qui poussent de manière illimitée quand elles sont cultivées dans les bonnes conditions. Et donc en fait, il y a eu la réalisation qu'on peut produire des cellules souches embryonnaires normales à partir d'un embryon. C'était l'équivalent des cellules EC, donc les cellules de carcinome, excusez-moi, ça se voit très mal en fait, je réalise sur l'écran. Donc en fait, les cellules issues de ces carcinomes et les cellules issues des embryons étaient tout à fait équivalentes. Et un peu plus tard, il a été montré qu'à partir de la lignée germinale, on pouvait aussi produire des cellules embryonnaires de ce type, qui, en fait, pouvaient être cultivés et quand ils étaient réintroduits dans un blastocyste, pouvaient contribuer à tout type cellulaire. Donc ici, je vous montre qu'en 1998, la même chose a été faite, donc tout ça c'était avec la souris, la même chose a été faite chez l'humain. Des cellules souches embryonnaires ont été dérivées par Jamie Thompson et cultivées, et donc vous allez entendre beaucoup parler de ça à la suite de mes cours. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, la masse interne, ici montrée en jaune, peut être mise en culture de manière éternelle dans des bonnes conditions. Et ces cellules peuvent aussi être différenciées, soit in vitro ou soit in vivo, pour former des souris. Donc, les caractéristiques essentielles de ces cellules, c'est qu'elles sont capables de se auto-renouveler de manière illimitée, elles sont immortelles, elles restent dans un état non différencié, sauf si on change les conditions de culture, qui ont un impact bien sûr sur l'expression génique, et vous allez voir ça dans le prochain cours. Et ces cellules peuvent former des chimères, et ici je vous montre en fait des cellules OS qui sont injectées dans un blastocyste, et ensuite ce blastocyste est remis dans une femelle porteuse. Les souriceaux qui sont issus sont de pelage bigarré comme vous voyez ici, parce qu'en fait les cellules ES étaient de couleur, on va dire, noire, de souris avec un pelage noir. Le blastocyste porteur était de couleur, on va dire, gris. Et en fait, les chimères sont donc un mélange de ces cellules. Mais si on prend un chimère, on arrive à produire des souris noires, donc qui sont dérivées entièrement de ces cellules ES à la suite. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces cellules ES sont capables de contribuer à tout type cellulaire, y compris la lignée germinale. Et comme je l'ai dit, on peut les utiliser pour différencier in vitro et produire différents types cellulaires. Donc c'est un outil remarquable pour la compréhension du développement, la manipulation génétique aussi in vitro,
pour la compréhension de cette capacité de pluripotence, de contribuer à tout type cellulaire, et je vais revenir sur ça avec les expériences de Yamanaka. Et surtout, pourquoi je l'ai introduit ici, c'était une manière plus efficace de produire des souris clonées. Alors, je reviens sur ces histoires de transfert nucléaire et clonage. Et donc, Rudi Jaenisch, c'était surtout lui qui a pris cette question en main, voulait quand même prouver qu'effectivement, une cellule différenciée, totalement mature, était capable de générer une souris entière, d'éliminer définitivement l'hypothèse de Weissman et Roux. Et donc, pour faire ceci, il a décidé différentes approches. D'abord, il a utilisé des lymphocytes, des cellules T et B. Et en fait, ces cellules-là ont les rares cellules dans notre corps qui, en fait, sont un tout petit peu remaniées. Leur génome n'est pas identique. Justement, ils remanient les gènes qui vont produire les anticorps. Donc, il y a des altérations génétiques qui ont lieu. Et donc, les cellules matures n'ont pas le même génome que les cellules plus précoces. Donc c'est une preuve, on va dire, génétique que ces cellules sont réellement des cellules matures. Et c'est pour ça que Jaenisch les a utilisées. Donc en fait, ce qu'il voulait, c'est prendre un noyau d'une cellule T ou B et la réintroduire dans un œuf nucléé de souris et produire des clones. Mais il n'arrivait pas. En fait, ils n'ont pas réussi à faire ça avec un transfert nucléaire et on va dire un développement in vitro jusqu'au stade blastocyste et une réintroduction par embryon transfert, la manière que ça a été fait pour Dolly, pour Cumulina. Ils n'ont pas réussi avec ces cellules très tardives. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était une astuce assez intelligente. Ils ont donc fait le transfert nucléaire comme je l'ai indiqué. Et là, le blastocyste issu de ce transfert nucléaire, donc ils ont pris les lymphocytes de souris adultes qu'ils ont transférés, dont ils ont transféré les noyaux, et ils ont laissé développer jusqu'au stade blastocyste. Et là, au lieu de le remettre dans une mère porteuse, ils ont mis ça dans une boîte de Petri, ils ont dérivé les cellules OS. Et les cellules OS sont justement dérivées de la masse interne, sont donc les clones de ce noyau issu de cette lymphocyte. Ils ont amplifié ces cellules ES et ensuite ils les ont réintroduits dans un blastocyste qu'ils ont mis dans une mère porteuse. Et ils ont utilisé une astuce que je ne vais pas détailler ici, mais ils ont utilisé en fait des cellules tétraploïdes justement pour que les tissus extra-embryonnaires ne contribuent pas à l'embryon. Donc en fait les ES vont contribuer à tout l'embryon, il n'y aura pas d'autres cellules qui vont contribuer. Donc en fait, ils ont produit des réels clones via cette étape de boîte en pétri et ES. Donc là, ils ont réussi à produire des souris, donc des clones. Ils ont regardé et ils ont vu qu'effectivement, les remaniements attendus dans les gènes de l'immunoglobuline, le TCR, qui avaient eu lieu dans la cellule donatrice étaient bien présents dans les clones qu'ils ont regardés. Donc ici, c'est le sauvage et ici, c'est différents types de remaniements dans les différents locus. Donc là, c'était réellement la preuve ultime qu'effectivement, une cellule somatique totalement mature était capable de générer un individu entier. La deuxième preuve qu'ils ont apportée, c'était de prendre des neurones. Ici, Jaenisch a pris des neurones olfactifs, donc qui sont importants pour l'odorat des souris. Et pourquoi elle a choisi ces cellules-là? C'est parce qu'en fait, elles sont postmitotiques, elles ne se divisent plus, ces cellules, normalement. Donc ça, c'était une première chose. C'est est-ce qu'une cellule qui ne se divise plus est réellement capable de générer un organisme entier? Et aussi parce qu'elles ont la particularité d'exprimer des gènes, des récepteurs olfactifs qui sont importants justement pour la diversité d'odorat des souris, de manière allèle spécifique. Donc en fait, il y a toute une famille de gènes et chaque neurone va exprimer qu'un gène, pas tous les autres. Donc ici, il s'agit aussi d'un processus épigénétique. Les autres gènes sont éteints, un seul va être exprimé et chaque neurone va choisir un autre pour le faire. Donc chaque neurone est différent dans le choix de ce qu'il a fait. Alors ils ont utilisé une astuce pour pouvoir marquer le gène exprimé par GFP, par une protéine fluorescente verte. Donc je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de ça, mais ça les a permis de suivre est-ce que oui ou non un neurone qui exprime ce gène GFP ou pas est capable de produire une souris entière.
Et est-ce que ce choix qui est fait est réversible ou pas? Et en fait, ce qu'ils ont pu faire, c'est effectivement créer des souris avec la même approche que je vous ai montrée, c'est-à-dire transfert d'un neurone olfactif dans un ovocyte énucléé, création des cellules OS à partir d'un blastocyste, et à partir de ces cellules OS, réintroduire dans un blastocyste de souris qu'ils ont remis ensuite dans une mère porteuse. Et là, ils ont eu des souris, effectivement, qui sont des clones de cette cellule neuronale qui ne divisait pas, mais qui clairement était capable de se remettre en action et se diviser. Et ils ont vu qu'effectivement, la souris clonée, si c'était une cellule qui était verte qui a été prise, n'était pas complètement verte, mais avait quelques cellules qui exprimaient le gène rapporteur. Donc ça voulait dire que le choix du récepteur olfactif exprimé était encore un choix fait comme si c'était un embryon normal, non clonal. Donc ça veut dire qu'effectivement, le processus est purement épigénétique. On peut défaire l'état d'expression d'un gène au cours de la reprogrammation et le permettre de remettre en place le processus normalement. Alors, sur papier, et puis dans ces expériences, ça avait l'air très, on va dire, simple et clair, mais en fait, la réponse était beaucoup moins simple, évidemment, parce que, comme je l'ai dit, l'efficacité de clonage était très bas quand même via cette étape ES. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec, mis à part le côté, je dirais, final à la réponse de Weissman et Roux, qu'est-ce qu'on a appris avec les expériences de clonage? Et donc là, je vais quand même passer un tout petit peu de temps sur les désavantages de cette approche. Alors, un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il s'agit d'un processus sur lequel je travaille, mon laboratoire travaille, qui est l'inactivation du chromosome X. Alors, au moment où le clonage est devenu, on va dire, à la mode et faisable, beaucoup de compagnies ont été mises en place justement pour essayer de cloner les animaux domestiques pour les gens. Et donc, il y avait une dame américaine qui était très attachée à son chat. En fait, c'était une chatte qui s'appelait Rainbow ou arc-en-ciel parce qu'elle avait cette magnifique pelage de taches oranges et taches noires. Et elle ne voulait pas perdre Rainbow à son décès et voulait la cloner. Donc, elle a payé pas mal d'argent, on va dire, à une boîte qui maintenant est fermée, qui s'appelait Genetic Savings and Clone. Alors, le savings, je ne sais pas d'où ça vient, parce que c'était très cher. C'était dans les 30 000 dollars, je pense. Et donc, voilà ce qu'ils ont produit, le clone. Ce n'était pas efficace, c'est très mignon, mais en fait, ce n'était pas du tout ce qui était attendu, parce que le pelage n'est pas du tout arc-en-ciel. Il n'y avait quasiment pas d'orange, il n'y avait que de noir. Et ils n'étaient clairement pas identiques. Donc voilà Carbon Copy maintenant, un peu plus tard, hein, ici. Vous voyez, c'est un magnifique chat. Apparemment, il était un chat très... elle a même eu des petits. Donc c'était une chatte qui était très sympa, très belle, mais pas du tout une copie de Rainbow. Donc la dame était très déçue. D'ailleurs, elle a, je pense, donné Carbon Copy, elle n'a pas voulu la garder. Et alors pourquoi? Et donc c'est là où je vais passer un tout petit peu de temps sur le fait que les clones, même si génétiquement identiques, ne sont pas identiques. Et alors, je pense que vous savez tous que les jumeaux monozygotes peuvent montrer une certaine variabilité. Surtout avec l'âge, on voit qu'il y a des différences. Alors, je dois dire qu'ils sont quand même très, très, très similaires. Hein. Si vous connaissez des jumeaux monozygotes, ils sont extrêmement similaires, mais on voit qu'il y a des différences. Et ces différences pourraient être dues à des différences épigénétiques, en effet, c'est-à-dire pas tous les gènes sont exprimés au même moment, de la même façon, au même niveau, et qu'il y a des variations. Alors ces variations sont normales aussi. Au cours du développement, on n'a pas toujours exactement le même programme détaillé mis en place. Les grandes lignes sont les mêmes, mais il y a quand même des variations du niveau, il y a du bruit, on va dire, qui peut arriver. On peut même avoir des influences environnementales sur la manière que certains gènes sont exprimés ou pas.
Donc ça, pour moi, ce n'est pas forcément de l'épigénétique, mais on peut avoir une influence sur le niveau d'expression des gènes. Donc, les jumeaux ne sont pas identiques. Alors, pourquoi les clones seront totalement identiques? Ils ne le sont pas. Ils sont encore moins identiques que les jumeaux. Je pense qu'on peut le dire. Et donc, non seulement ils ne sont pas pareils physiologiquement, mais même au niveau des caractères. Par exemple, le Carbon Copy était une chatte beaucoup plus affectueuse apparemment que Rainbow. On peut dire, s'il s'agit de l'épigénétique, je dirais que là, il s'agit du comportement. Carbon Copy, puisque c'était un clone, bien sûr, a été touché, chuchoté très tôt au cours de sa jeunesse, et donc du coup était beaucoup plus à l'aise avec l'homme que Rainbow, qui était un chat assez sauvage apparemment. Donc là, il s'agit de comportement. Donc évidemment, les clones et les jumeaux peuvent être différents en fonction de leur environnement et les comportements qu'ils peuvent avoir. Mais au-delà de ça, il y a des différences au niveau physiologique aussi. Et donc, en fait, dans le cas de Rainbow et Carbon Copy, cette différence au niveau du pelage était en train de nous dire quelque chose par rapport à l'efficacité de clonage et de reprogrammation. Au lieu d'avoir des taches orange et noires, ce qu'on attend pour un processus normal d'inactivation du X, et ici je vais vous faire une petite digression dans mon sujet préféré pour vous expliquer pourquoi Carbon Copy était une déception. En fait, au cours du développement normal, toutes les femmes ont deux chromosomes X. Les deux X peuvent être différents. Et par exemple, dans le cas des gènes de pelage, on peut avoir un gène, on va dire, qui produit pelage plutôt orange et le même gène, un autre allèle, qui va produire le pelage noir. Alors, pourquoi ces plages de couleurs différentes? C'est parce qu'au cours du développement des femelles, un des deux X est inactivé de façon aléatoire, très tôt. Et donc, si on éteint, si on met en silence le X qui exprime le gène orange, on n'a que le gène noir et vice-versa. Donc, et puis ensuite, une fois que c'est mis en place, cet état est maintenu au cours des divisions cellulaires. Donc, on a des cellules, on va dire, orange, qui expriment le gène orange parce que le gène noir est éteint, parce qu'il a été inactivé, et on a des cellules, on va dire, noires, parce que le gène orange, lui, il est éteint dans ces cellules. Donc ces deux X se comportent différemment. Ce comportement d'inactivation aléatoire est mis en place au cours du développement précoce. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont cloné Rainbow? Ils ont pris une cellule de ce chat, certainement une cellule qui exprimait le X avec l'allèle noir, donc le gène orange était éteint, et ils l'ont reprogrammé, et ce qu'ils ont produit, c'était ça. Et pourquoi ça? Soit c'est pas de chance, en fait, toutes les cellules ont inactivé que le X avec l'allèle orange, mais on pense que ce n'est pas ça. On pense que ce qui s'est passé, c'est que la reprogrammation n'était pas totalement efficace et que justement le X inactif de la cellule somatique qui a été utilisée a gardé un tout petit peu cet état inactif et n'a pas pu être reprogrammé, et la mise en place du processus aléatoire d'inactivation n'a pas eu lieu comme il fallait. Donc on pense qu'effectivement, la reprogrammation n'est pas si facile que ça pour obtenir un état, on va dire, comme la suite de FE fécondé normal. Et donc on revient à la conclusion de Gordon qu'il y a une résistance épigénétique peut-être qui ne permet pas d'aller jusqu'au bout en utilisant les approches classiques de transfert nucléaire. Par contre, le passage par les cellules OS peut aider. Et donc, alors, voilà, donc je vais revenir sur ça dans un instant. L'autre point qui est un point négatif pour le clonage, mais ce n'est pas tellement d'importance pour nous, mais quand même, il faut le garder en tête, c'est qu'en fait, ça réduit, on va dire, la robustness, la capacité d'une espèce de survivre. Parce qu'on a le même génome, on n'a plus de brassage à chaque division sexuelle, à chaque génération issue d'une reproduction sexuelle. Quand on est clone, c'est toujours le même individu, toujours le même génome, et aussi peut-être avec le bagage de mutations et d'erreurs épigénétiques qui peut venir. Et donc, c'est difficile de mesurer ça, mais chez les plantes, on peut. Et donc, justement, en utilisant des plantes comme les aspens, les scientifiques ont regardé le seul caractéristique qui peut être mesuré au cours de l'évolution, c'est
en fait la reproduction sexuelle. Donc les clones ne font pas ça. Donc on peut tester à quel point un clone, qui est un clone depuis des milliers d'années, est capable de se reproduire sexuellement si on le prend et on demande que ça se passe. Et en fait, on réalise qu'il y a une baisse. Alors ici, j'adore cette diapo parce qu'ici, on parle de âge dans des milliers d'années. Il y a une baisse évidente de capacité de se reproduire sexuelle dans des clones. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, on peut accumuler des erreurs et que ces erreurs peuvent avoir un impact sur la capacité de se reproduire ou de pouvoir s'adapter à un environnement donné. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a tout un débat, je pense, par exemple pour les vignes, de l'importance de ne pas forcément garder des vignes clonales qui ne sont pas forcément dans le meilleur état au bout de plusieurs décennies ou même des siècles. Donc je reviens sur les mammifères pour dire que, effectivement, comme vous avez vu, c'est inefficace comme procédure et l'inefficacité est traduite par le nombre de clones qu'on arrive à obtenir. Ici, je vous remontre ce qui s'est passé pour Dolly, pour les souris. À partir de beaucoup d'ovocytes, on arrive à très peu finalement d'individus issus de ces clonages. Alors, il y a des problèmes à différentes étapes. Il y a des problèmes au niveau d'implantation, de croissance, au niveau de la naissance. Et même après naissance, on pense que les clones peuvent avoir des problèmes, des maladies. Et alors, une des hypothèses, c'est qu'effectivement, quand on passe par une expérience de clonage, comme je vous avais montré pour les chats, on a des erreurs épigénétiques qui ont lieu. Et ici, je vous montre de manière très schématique ce qui se passe quand on arrive avec un génome paternel et maternel dans une cellule somatique, dans un développement normal avec un sperme et un ovocyte. Vous voyez qu'il y a des marques épigénétiques qui sont mises en place, par exemple pour les gènes soumis à l'empreinte, qui doivent être maintenus tout au long du développement. Quand on regarde dans les individus issus de clonage, on réalise que ces marques sont quand même assez perturbées et que cette perturbation peut avoir un impact sur la croissance. Et il y a ce qu'on appelle le Large Offspring Syndrome, c'est-à-dire des naissances de souris et d'autres espèces qui sont beaucoup trop grands et on pense que ça pourrait être lié justement aux dérégulations des gènes soumis à l'empreinte. Donc les deux cas que je vous avais cités, c'est l'inactivation du X, où là on a des états alternatifs, actifs, inactifs, qui doivent être défaits et remis en place, et l'empreinte, où là on a l'information maternelle et paternelle qui dans la cellule somatique est présente et qui doivent être effacées et qui n'est pas forcément effacée comme il faut au cours du clonage. Donc on arrive à des situations pour des processus épigénétiques comme ça qui sont clairement perturbés et qui pourraient expliquer une partie des problèmes dans des clones. Et ici, c'est un résumé du type de problème. Donc, au niveau de perte d'embryons, peu importe l'espèce, il y a une très grande perte au cours du clonage. Au niveau du temps de gestation, souvent, c'est beaucoup plus long que normal. Les problèmes dans les placentas sont très fréquents. La taille des embryons est souvent très grande, mais dans certains cas peut être aussi réduite dans les cochons. Il a été rapporté que souvent il y a des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires dans les clones, une dysplasie dans différents organes, une mortalité, comme je l'ai dit, périnatale très élevée, et le développement postnatal qui est souvent très problématique. Et ici, vous voyez l'efficacité d'aller jusqu'à naissance de veaux avec des embryons, enfin des clones de vaches. Par fécondation in vitro, un embryon normal, l'efficacité est quand même très élevée. Si on prend un noyau d'une cellule adulte, vous voyez à quel point on tombe à une efficacité très, très faible. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, les clones sont difficiles, rares et portent des problèmes. Certaines cellules simplement peut-être sont capables de les produire de manière un peu plus efficace. Cette inefficacité est en partie due à une impuissance de reprogrammation totale qui peut être évitée un tout petit peu avec un passage par les cellules OS. Et la semaine prochaine, je vais vous parler plus de ce passage dans la masse interne qui a aussi un phénomène un peu de nettoyage, de reprogrammation qui peut en fait aider la situation.
il y a des erreurs, comme je l'ai dit, dans l'inactivation du X et l'empreinte. Et il y a aussi, il a été remarqué que les clones souvent vieillissent plus rapidement. Alors ça, c'était quelque chose qui était très discuté au moment de Dolly et le décès de Dolly. Elle est décédée à 6 ans au lieu de 11 ou 12 ans, qui est l'âge normal de mouton. Et en fait, on a proposé que peut-être c'était dû à ces télomères, donc les extrémités de ces chromosomes qui sont très importants pour la longévité, et Dolly avait des télomères trop courtes. Mais en fait, en regardant les vaches, par exemple, on réalise qu'elles ont des télomères trop longs. Donc en fait, ce n'est pas clair comment la longueur des télomères est associée avec cet éventuel vieillissement prématuré. Il semblerait en fait que peut-être les télomères sont même, on va dire, remis en œuvre au cours de l'embryogenèse précoce. Et donc ce lien n'était pas tout à fait vrai. Donc ce lien avec le vieillissement, les télomères restent ouverts. Mais malgré tous ces problèmes avec les clones, il y a aussi, on va dire, de l'espoir, si on peut vraiment dire que cloner, c'est quelque chose avec beaucoup d'espoir, mais on peut améliorer les techniques. Et donc, en fait, c'est le même labo qui a cloné Cumulina qui a sorti un papier récemment où ils ont démontré qu'ils arrivent à cloner de manière beaucoup plus efficace des souris avec une longévité normale. Et ils arrivent à les reproduire, ils ont jusqu'à 25 générations issues des manips de clonage. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut améliorer. Alors comment ils ont fait ça? En fait, ils utilisent ce qu'on appelle des épidrogues, des drogues qui peuvent changer épigénétiquement une cellule. On ne sait pas exactement l'effet que ça peut avoir, mais en tout cas, ils disent qu'en traitant les cellules qui donnent les noyaux somatiques qu'ils utilisent avec un inhibiteur de histone désacétylase, ils arrivent à avoir des taux beaucoup plus efficaces. Et les télomères sont remis en œuvre à chaque cycle d'embryogenèse. Donc en fait, ce lien avec les télomères ne semble pas être tout à fait de l'actualité, comme je l'ai dit. Et ils ont aussi montré, et ça a été montré récemment, qu'un des barrières, et ça c'était quelque chose qui était assez surprenant, mais sur lequel je vais revenir parce que nous-mêmes avons travaillé un tout petit peu sur cette problématique au niveau du chromosomique, c'est qu'en fait, c'est l'incapacité du chromosomique à être correctement géré au cours de l'embryogenèse précoce qui empêche une efficacité importante de clonage chez la souris. Alors c'est quelque chose qui est très particulier à la souris parce qu'il y a ce qu'on appelle une inactivation simulée-empreinte chez la souris, une reprogrammation dans la masse interne. Je vais traiter tout ça la semaine prochaine, mais en tout cas il a été montré qu'en enlevant le gène clé pour ce processus d'inactivation, on arrive à avoir des taux de clonage beaucoup plus importants. Donc, il y a, on va dire, de l'espoir pour le clonage. Alors, le grand espoir qui est sorti au moment des premières expériences de clonage était l'espoir de pouvoir utiliser les clones de façon thérapeutique. Parce qu'effectivement, si on arrivait à avoir des clones, des cellules qui pouvaient être utilisées pour, par exemple, traiter des maladies pour des greffes, ça pouvait bien sûr apporter un intérêt médical énorme, avec tous les problèmes éthiques aussi associés. Donc ici, je vous montre de manière très, très schématique ce que je viens de vous décrire en grand détail, c'est qu'effectivement, on prend un noyau d'une cellule somatique, on le met dans un œuf fécondé et on arrive à avoir un clone. Ce clone, on peut soit le mettre dans une mère porteuse et produire un individu. Donc ça c'est le clonage reproductif, comme ce que font les agriculteurs ou ceux qui ont voulu cloner Rainbow. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le clonage thérapeutique, c'est-à-dire on peut produire à partir de ce clone, ces cellules embryonnaires en culture, peut-être des tissus, des organes qui pourraient être utilisés pour aider des patients. Et donc, depuis la découverte, la dérivation des cellules OS en 1998 de Jamie Thompson, ceci est devenu une éventuelle réalité. Donc l'idée à l'époque, donc c'était au début des années 2000, c'est que peut-être on pouvait prendre justement des cellules issues de ce type d'expérience et ensuite les différencier
dans différentes voies pour produire de la peau ou des neurones, par exemple pour traiter des maladies comme Parkinson ou pour traiter des cancers comme la leucémie. Donc c'était quelque chose qui a fait beaucoup parler et rêver. Donc ici, voilà, de manière très schématique, effectivement, on clone, on a un blastocyste, on fait des OS, comme je l'ai décrit par Jenisch, mais ensuite, au lieu d'aller dans une souris, on rajoute des facteurs, et on sait maintenant à peu près comment différencier vers certaines voies, en rajoutant les bons facteurs pour déclencher les bons profils d'expression génique, et on peut produire peut-être des muscles ou du pancréas pour justement traiter le diabète, etc. Donc tout ça, c'était quelque chose qui était beaucoup discuté, qui effrayait beaucoup de monde pour des bonnes raisons. Donc ici, je vous montre un peu les détails techniques de comment les gens comptaient faire ou commençaient à faire. Donc l'idée, c'est, voilà, ça c'est des embryons humains qu'on pourrait éventuellement utiliser pour créer des cellules OS et ensuite les différencier pour produire des tissus ou des organes. Et alors, un des grands problèmes, évidemment, c'était l'utilisation d'un embryon humain. Donc, au lieu d'utiliser un embryon humain, il a même été proposé d'utiliser que des œufs, c'est-à-dire de faire de la parthénogenèse, de prendre l'œuf d'une femme, de l'activer et donc, en fait, de faire on va dire une production thérapeutique de matériel à partir de cet œuf fécondé. Donc, par exemple, une femme avec diabète pouvait donner ses œufs, on pouvait les activer artificiellement sans les féconder et utiliser ces cellules pour créer des cellules OS pour la thérapie. Donc là, il ne s'agit pas des clones, évidemment, mais c'était une approche qui était beaucoup discutée et qui a fait beaucoup rêver ou qui a beaucoup effrayé. Donc je pense qu'on peut dire que tout ça, on peut l'oublier, parce qu'effectivement, il y avait des gros problèmes éthiques avec ce type d'approche. Il y a eu aussi un grand scandale il y a quelques années par un scientifique coréen qui a prétendu pouvoir cloner des êtres humains. Donc c'est quelque chose qui, je pense, a bien sécué et le monde scientifique et le public. Et donc, quels sont les problèmes éthiques? Bon, évidemment, au niveau moralement, prendre un embryon humain et le manipuler a tout un tas de problèmes. Créer des clones, évidemment, c'est quelque chose qui est impensable, même si c'est quelque chose qui a été quand même évoqué dans des livres, dans les films. Pour un besoin thérapeutique, faire ce que je viens de décrire, c'est-à-dire mettre en culture un clone et produire des OS et donc les différencier, ça demandait quand même l'utilisation des ovocytes de femmes. Et donc la quantité d'ovocytes qu'il fallait, vu l'inefficacité de ces procédures, était faramineuse. Et donc l'idée, et donc c'est pour ça que ce Coréen non seulement était dénoncé parce que c'était du fraude ce qu'il avait proposé, mais en plus il avait réellement essayé, donc il avait réussi à obtenir des œufs des femmes suite à des traitements hormonaux extensifs. Et donc pour générer suffisamment d'œufs, les gens ont pensé à un moment, mais peut-être on pourrait passer à d'autres espèces, parce que finalement l'œuf ne porte que le matériel, on va dire, de reprogrammation, mais évidemment ça pose d'autres problèmes. En particulier, un des problèmes, c'est que l'œuf ne porte pas que des protéines et des ARN, mais aussi des mitochondries. Et les mitochondries de notre individu ou même de notre espèce peuvent bien sûr avoir un impact sur le développement normal de tissus. Ça, évidemment, c'était aussi l'idée de détruire un embryon, même si on peut dire qu'un embryon n'est pas forcément un être humain avant de s'implanter, mais ça posait des gros problèmes éthiques. Donc il y a eu beaucoup de débats à l'époque, mis à part les limitations techniques qui étaient quantité d'œufs, aussi le risque de rejet immunitaire qui restait parce que justement, comme je l'ai dit, il y a quand même des mitochondries et certains gènes qui produisent des récepteurs des cellules, donc il y avait évidemment pas de garantie que ça allait marcher.
Donc l'histoire aurait pu être, je dirais, très douloureuse parce que d'un côté, le clonage apportait l'espoir, je pense, pour beaucoup de pouvoir soigner certains types de maladies avec cette approche thérapeutique. Mais vu les problèmes qu'on vient d'évoquer, ce n'était pas envisageable. Mais par contre, ce que ça a fait, c'était vraiment stimuler la science, les chercheurs, pour trouver d'autres moyens de le faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que dans une situation où il fallait trouver une solution parce qu'on avait réalisé que peut-être c'était faisable, c'était ça qui a forcé et qui a la recherche pour trouver des alternatives, et des alternatives qui allaient éviter l'utilisation des œufs humains et des embryons humains. Et donc cette solution, c'était, comme je vous montre ici, Gordon qui passe le relais à Yamanaka. Donc en fait, à la suite de toutes ces études de Gordon sur le transfert nucléaire, qui était un peu, on va dire, à l'origine de la possibilité de cloner, Yamanaka a eu l'intelligence, pendant l'époque où il y avait justement cette idée de thérapeutique, de trouver le moyen de faire ça autrement et d'éviter l'utilisation de l'embryon. Et donc je vais vous parler de tout ça dans mes prochains cours, en particulier le cours 3 et le cours 5. Le cours 3, je vais vous parler de ce que Yamanaka a pu montrer. C'est les cellules pluripotentes induites, où il prend une cellule somatique à partir d'un individu et juste en rajoutant quelques facteurs. Et ces facteurs ne sont pas tombés du ciel, elles sont issues des études faites justement sur les embryons et sur les cellules OS. Et le fait que les cellules OS sont capables de se auto-renouveler de manière éternelle, donc elles avaient cette capacité et les scientifiques cherchaient à comprendre quels étaient les gènes, quels étaient les facteurs qui permettaient ceci. Donc Yamanaka a fait une expérience d'une simplicité et d'une élégance, c'était de prendre la liste de ces facteurs éventuellement capables de générer cet état de auto-renouvellement et pluripotence, de les rajouter dans une cellule somatique et de poser la question, est-ce que oui ou non ces cellules deviennent pluripotentes? Et la réponse était oui. Et donc, à partir de ces cellules IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, nous pouvons ensuite les différencier, comme les ES, vers différentes voies, par exemple vers les neurones. Donc, on peut, à partir d'un patient, envisager de prélever une cellule, par exemple une cellule de la peau, une fibroblaste, créer des cellules pluripotentes induites, qu'ensuite on va différencier vers des voies neuronales. Donc ça, c'était une voie, ou c'est une voie. L'autre voie, qui est encore, je dirais, en pleine expansion et aussi fascinant, c'était de prendre des cellules et de les reprogrammer directement. Puisque Yamanaka a pu reprogrammer en pluripotence via quelques facteurs, une autre question, c'est est-ce qu'on peut prendre les facteurs qui sont plutôt neuronales, les rajouter dans une cellule de la peau et transformer la cellule de la peau en neurone. Alors pendant des années, beaucoup de scientifiques ne voulaient pas entendre parler de cette possibilité. C'était un petit peu comme la barrière de Weissman. On ne peut pas aller d'une cellule à une autre comme ça. Mais en fait, on peut. Si on choisit les bons facteurs et les bonnes conditions, on peut transformer une cellule de la peau en cellule neuronale ou autre. Et du coup, on peut aussi éventuellement traiter des patients. Donc ça, c'est un peu le contenu de la suite à venir. Donc je vais terminer le cours d'aujourd'hui avec un résumé de ce que j'ai dit tout au début. Donc la question qui a été posée il y a bien longtemps, enfin plus que 100 ans, de la totipotence des cellules somatiques, je pense que nous avons maintenant définitivement la réponse, qu'effectivement on peut reprogrammer une cellule pour obtenir l'équivalent de 9 fécondés. C'était les études de John Gurdon en 1962, et puis les études par la suite de Ian Wilmot, Rudolf Jaenisch et d'autres qui ont permis de montrer que ceci est tout à fait possible. Et ce que je viens de mentionner, c'est que le destin d'une cellule peut être réversé au cours du développement, vous allez voir ça la semaine prochaine, expérimentalement, vous allez voir ça la semaine d'après avec les cellules IPS,
ou accidentellement, dans certains cas, et qui peuvent conduire à des maladies comme le cancer. Donc, Yamanaka, c'est la pluripotence induite d'une cellule somatique, un état pluripotente comme les cellules OS, dérivées de la masse interne, mais dérivées de n'importe laquelle cellule somatique aussi. Et puis, comme je l'ai dit, il y a la possibilité même de partir d'une cellule à une autre, ce qu'on appelle la transdifférenciation ou la conversion de lignage. Donc, je pense que la grande conclusion d'aujourd'hui, de ce que je vous avais montré, c'est que toute cellule peut être réversée dans ses décisions. Elle peut être reprogrammée, et je ne sais pas comment on dit ça en français, repurposed. Elle peut être reconduite vers notre destin avec le bon cocktail de facteurs et les bonnes conditions de culture. Et les restrictions développementales qui sont mises en place au cours de la différenciation sont donc dues à des changements épigénétiques qui sont réversibles plutôt qu'à des changements au niveau de la séquence de l'ADN. D'accord ? Ça, c'est très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est de réaliser que même si on peut réverser, on ne le fait pas souvent, enfin en tout cas dans les cellules somatiques, ce n'est pas une situation commune. C'est très important, grâce à cette résistance, on va dire, épigénétique, pour maintenir une identité cellulaire, de la garder pour ne pas avoir une situation chaotique, éventuellement tumorale. Et ce qui est important de savoir, c'est que cet état épigénétiquement figé peut être réversé grâce à des facteurs de transcription qui vont venir forcer certains gènes à se réexprimer malgré, on va dire, leur bagage épigénétique qui est là. Donc on va dire que dans ce contexte, les changements épigénétiques sont un petit peu le frein à le chaos, mais c'est un frein qui peut être enlevé quand il faut ou quand on peut. Et donc là, je termine avec le paysage de Waddington que je vous avais montré l'année dernière très souvent. Waddington a dessiné un paysage pour montrer le destin d'une cellule au cours du développement qui devient de plus en plus spécialisée. Quand elle descend le paysage et les décisions sont prises, ce qu'a fait Gordon et ensuite Yamanaka, c'est que montrer on peut remonter la montagne, mais il y a des barrières épigénétiques qu'il faut surmonter. Donc, pour passer de la totipotence à la pluripotence, à la multipotence, à la unipotence et faire l'inverse, il faut quand même un petit peu d'énergie et d'aide, et c'est de ça que je vais vous parler dans les prochains cours. Et là, je vais terminer et je vous remercie.